Lorsque Jim Clark disparut au volant de sa Formule 2, ce fut toute une époque de la course automobile qui s'en alla avec lui, le 7 avril 1968, sur le circuit d'Hockenheim. Sa carrière démarre en 1955. Dans le Motor Club de Berwick, Jim conduit alors une Sunbeam Talbot 3, offerte par son père. Il est le plus jeune d'une famille de 5 enfants, l'unique garçon entouré par 4 sœurs. Ses parents le destinent tout naturellement à reprendre l'exploitation agricole familiale. Nul ne songe alors que Jim pourrait avoir en tête d'autres projets. C'est à cette période, en 1955, que je fis sa connaissance lors d'une course locale, où il conduisait cette Sunbeam Talbot 3. Jim était excellent et je le pris avec moi pour m'accompagner durant quelques rallyes, mais l'homme qui lui fit faire ses premiers vrais débuts en course, ce fut Ian Scott Watson. Nous faisions tous deux partie d'un club local de jeunes fermiers du côté d'Eddington. De nombreux membres étaient attirés par la course automobile. Jimmy possédait une voiture et on le voyait souvent au volant. C'est comme ça qu'il a attiré mon attention. À cette époque, c'était, comment dire, un jeune écervelé, mais en même temps un gosse timide et très honnête, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde de la course. Personnellement, j'ai connu des tas de jeunes garçons dans le milieu de l'automobile et tous n'avaient pas ces qualités. En tout cas, Jim me fit immédiatement une excellente impression. I used to go along with a friend of mine, another local farmer, Ian Scott Watson, and act as his mechanic. Albeit, you know, I used to strip the bumpers off his car and mask over the headlights and so on, because I was keen on racing and interested in racing, but never thinking that I would ever even be able to get into a car, whatever, because my parents were so much against it. One day we were up in the north of Scotland at a race meeting, and we thought, you know, it's far enough away from home so that my parents won't ever get to hear about it. So we swapped places, and I had my first race, and I enjoyed it enormously. I think it was really more than the curiosity to see what it was like on a racetrack, rather than, you know, the urge to go out and beat everyone. This curiosity, I think, has gone on through with me ever since, you know. Je fis la majeure partie des essais le matin, et puis Jim prit le volant. Sur un seul tour, il battit mon meilleur temps de plus de 3 secondes, et j'ai pensé que j'étais vraiment mauvais. Mais Jim, lui, ne voulait pas conduire en course. Au contraire, c'est lui qui insista pour que je reprenne le volant. Et la chose se reproduisit souvent durant les premières années où nous courions ensemble. Jim était bien plus rapide que moi. Je devenais de plus en plus persuadé qu'il avait toutes les qualités pour devenir un grand pilote automobile. Mais lui restait très timide, réservé et pas du tout conscient de l'étendue de ses possibilités. L'une des plus grandes difficultés qu'on avait avec Jim à cette époque, c'était de le convaincre qu'il avait du talent. Jock McBain était un ingénieur agricole de nos relations. Il avait connu quelques succès en course au début des années 50 dans l'écurie Border Rivers. Vers 1958, Jim et moi rejoignons cette écurie. Jim se voit confier un volant, tandis que je deviens le manager de l'écurie. À cette époque, nous avons acheté une Jaguar Type D d'occasion, plus la Porsche que je possédais. Et l'on a décidé d'engager ces deux voitures en catégorie tourisme et en catégorie sport. I had the Porsche, and we decided to race that as a two-car team, getting Grand Touring car and the sports car entries at most of the meetings we went to. The very first race was Une des premières courses importantes dans cette période se dispute le jour du Vendredi Saint. Et comme il neigeait ce jour-là, tous les membres de l'écurie Border Rivers hésitaient à se rendre à cette course. Mais Jimmy et moi, nous voulions absolument y aller. Finalement, nous obtenons gain de cause. Le camion qui devait nous emmener tombe en panne et nous arrivons donc sur les lieux de la course au volant même de la voiture que nous allions conduire. Et c'est là, sur ce circuit de Full Sutton, près de York, le jour suivant, que Jim atteindra les 100 miles de moyenne sur un tour au volant d'une voiture de type sport. Et peu de gens s'en souviennent, mais il fut le premier coureur britannique à réaliser cette performance.
lap average. And it's really something that lots of people forget about, but of all the drivers in Britain, Jimmy was the first to do a 100-mile-an-hour lap average in a sports car race. I think Je crois que conduire cette Jaguar type D représenta une étape décisive dans la carrière de Jim Clark. D'abord par le simple fait qu'il réalisa cet exploit. Et puis et parce que nous décidâmes juste après d'aller courir à Spa avec cette même voiture. Et ce jour-là, juste devant nous, Hershey Scott Brown, qui pilotait une autre Jaguar, disparut tragiquement pendant la course. Il était l'un de nos meilleurs amis, nous le connaissions depuis les bancs de l'école. Jim fut très affecté par cette disparition d'Hershey Scott Brown. Et même s'il surmonta l'épreuve et continua malgré tout à courir, ce fut un coup terrible pour lui. Nous sommes alors en 1960. Ian Scott Watson a des projets pour son poulain qui est tout juste âgé de 23 ans. Il souhaite que Jim démarre sa carrière en monoplace au volant d'une Formule 2 Lotus. En fait, il a déjà disputé sa première course en monoplace lors du Boxing Day 1959 au volant d'une Gemini Formule Junior. Mais là, sur ce fameux circuit de Brands Hatch, va s'engager une Lotus 18 sans couleur conduite par Alan Stasey. C'est cette voiture qui précisément changera la destinée de Jim Clark. Colin Chapman avait jusqu'alors construit des voitures à moteur avant, mais suivant une tendance désormais irréversible, il dessine des machines à moteur arrière, dont cette 18 qui vient d'effectuer ses débuts au Grand Prix d'Argentine et va bientôt remporter des courses. La version de Formule 2 est plus petite, assez semblable au niveau du châssis, mais la ressemblance s'arrête là. John Surtees conduit également en Formule Junior. Le futur champion du monde est alors managé par Ken Tyrrell, ici poussant sa machine. Surtees, qui d'ailleurs rejoindra également l'écurie Lotus quelques années plus tard. Départ bientôt donné à Howlton Park. Clark n'est pas encore un habitué de la pole position, mais cette course va changer sa destinée et celle de l'écurie Lotus. Dès le départ, l'Écossais va dominer la course. Il s'est rué en tête comme un fou, imprimant à la course le train qu'il désire, ce qui constituera toujours sa tactique favorite. Derrière lui, il y a Peter Arundel qui deviendra plus tard son coéquipier chez Lotus. Clark s'est rapidement offert un avantage considérable et s'avère alors irrattrapable. D'emblée, son style de conduite impressionne, la pureté de ses trajectoires, qui va bientôt devenir légendaire, et que dire alors de ses chronos? Cette victoire en Formule Junior est manifestement celle d'un grand professionnel. Clark a déjà tout compris de la Formule Junior. Ses progrès seront stupéfiants de rapidité et d'efficacité. C'est donc tout naturellement qu'il accède à la Formule 1 quelques 6 mois plus tard à Zandvoort. Il rejoint Ines Ireland et Alan Stasey dans l'écurie Lotus, alors équipée d'un moteur Coventry Climax. Au niveau national, Ireland, qui comme son nom l'indique est lui aussi écossais, a déjà connu de nombreuses victoires. Stirling Moss a remporté à Monaco le premier Grand Prix de cette saison 1960. Pour sa première course, Clark va se distinguer. On le verra longtemps tenir tête à Graham Hill, avant d'être contraint à l'abandon. Mais écoutons Ines Ireland qui nous parle de son compatriote. Notre première rencontre s'était déroulée à Charter Hall. Je courais alors pour l'écurie Écosse au volant d'une Jaguar. Jimmy conduisait pour l'écurie Border Ravers. C'est là qu'on s'est croisés pour la première fois, assez furtivement. Sans doute on a dû se saluer dans les stands. Il avait incontestablement acquis de l'expérience au sein de cette écurie, plus que je n'en avais moi-même. Il maîtrisait déjà la puissance de ses voitures beaucoup mieux que moi. Par la suite, lorsqu'il pilota pour Chapman la Lotus Formule 2, puis la Lotus Formule 1, je crois que Chapman lui apporta également beaucoup. In his Lotus Formula 2 days in 1960, I think this was Chapman giving him a lot of schooling in, if you like, the junior class. La destinée de Jim se trouva très rapidement liée à celle de l'écurie Lotus. Pourtant, je crois qu'à l'origine, ses débuts en Formule 1 devaient se faire chez Aston Martin, mais le projet capota. Quoi qu'il en soit, Jim aimait conduire passionnément et pas seulement des Lotus. Il appréciait également beaucoup les voitures de type sport. Border Ravers avait acheté une Aston Martin DBR1 et c'est sur cette voiture, aux côtés de Roy Salvadori, qu'il termina 3e des 24 heures du Mans.
Notre course fut excellente. La voiture était bonne et Jim était un pilote déjà fantastique, très brillant derrière son volant. Cette troisième place fut ce qu'on pouvait espérer de mieux compte tenu du manque flagrant de puissance de notre moteur par rapport à ceux des Ferrari. Pour nous, cette troisième place fut aussi belle qu'une victoire. Pour la saison 1961, la Formule 1 va changer brutalement de cap, avec cette limitation des moteurs à 1,5 litre. Tout le monde craint alors une domination écrasante des Ferrari, qui, elles, ont déjà développé des moteurs de ce type. Et c'est précisément ce qui arrivera. À Monaco, cette année-là, la nouvelle Lotus 21 fait de bien malheureux débuts, celle d'Inessa engagée par Rob Walker. Jim Clark, lui, réalise leur sujet. Moss l'emportera au Nürburgring, Inessa Ireland à Solitude, mais dans une course de Formule 1 qui ne compte pas pour le championnat. Pour le reste, cette limitation à 1500 cm3 ne fait pas l'affaire des moteurs Climax, dont le manque de puissance est flagrant, même si Moss et sa Lotus privée l'emporteront ici. L'avant-dernière victoire du champion sans couronne. Tout au long de cette saison, Clark fut à la peine. Il ne parvenait pas à se hisser au niveau des Ferrari et se tenait très souvent dans leur sillage. C'est d'ailleurs ce qu'il fit lors de la course de Monza pour son malheur, la première tragédie de sa carrière. Les Ferrari sont dominatrices. Elles vont partir ce jour-là devant. Clark est auteur d'un bon départ, il se place juste derrière les Italiennes. Il a sur ses talons, lui, l'Allemand Van Trips. À la fin de cette saison 1961, Clark retrouve ses premières amours en voiture de sport. Cette fois, sa voiture possède un toit, c'est une Aston Martin DB4 Zagato. Tous ceux qui assistent à cette course de Goodwood se souviennent de cette Zagato slalomant sur la piste à la poursuite des Ferrari. Les Astons terminent ce jour-là 3e et 4e, Clark et Salvadori s'inclinent face aux machines italiennes. En Formule 1, par contre, l'Écossais... En 1961, il n'y avait pas de premier ou de deuxième pilote. Jim et moi partions sur un pied d'égalité. J'avais remporté plusieurs courses de F1 sans avoir reçu aucun traitement de faveur, question voiture. Hélas pour moi, de toutes ces courses, une seule comptait pour le championnat du monde, celle de Watkins Glen. C'est durant cette saison qu'on était passé du moteur 2,5 litres au moteur 1,5 litre. Bref, je termine cette saison mieux placé que Jim et 2 semaines plus tard, j'apprends que je suis renvoyé de l'équipe. Et j'ai vraiment eu l'impression que Clark n'était pas pour rien dans ce renvoi. J'avais senti des changements imperceptibles dans les mois qui précédaient. Vous savez, Jim et Chapman qui parlaient et qui s'interrompaient brusquement à mon arrivée. Vous voyez le genre. Quite often, Jimmy and Chapman in little huddles, and when I would, appear, then they stopped talking, and that sort of thing. And so I felt. Quand j'ai appris mon renvoi, il est clair que pour moi, j'ai pensé que Jim y était pour quelque chose. En tout cas, il n'avait vraiment rien fait pour me sauver la mise et pour me conserver à ses côtés. People will argue that point, I suppose, ad infinitum. But put it this way, certainly Jimmy didn't do anything to help me stay in the team as an equal number one, put it that way. L'année 1962 marque donc un virage pour la carrière d'Ireland. Elle marque un point final pour un autre habitué des Lotus. Sur le circuit de Goodwood, Stirling Moss est victime d'un terrible accident qui met fin à sa carrière. Le champion anglais n'aura pas pu se mesurer longtemps à Jim Clark, mais tout de même, quel souvenir en a-t-il gardé? Jim Clark était seul dans sa catégorie, un pilote né, dont l'habileté était énorme et naturelle. C'est comme ça que je le décrirais.
Il avait peu de connaissances mécaniques, mais la présence à ses côtés d'un homme aussi intelligent que Colin Chapman effaçait ce handicap. Chapman était capable d'interpréter les explications de Jim sur ce qui n'allait pas dans la voiture ou ce qu'il fallait améliorer. Joe est le plus grand de tous, et juste derrière lui, je placerai Jim Clark, juste un cran en dessous. Zandvoort avait vu les débuts de Clark en Formule 1, le génie de Colin Chapman, la Lotus 25, la fameuse Lotus monocoque. La Lotus 25 ne l'emportera pas, mais à son volant, Clark a dominé les essais. Il signe la pole position, la première de sa carrière, mais ce n'est assurément pas la dernière. Passé les premiers tours, Clark rencontre des problèmes et rétrograde pour finalement terminer 9e, la victoire revenant à la BRM de son grand rival Graham Hill. Clark qui regagnera ses pénates le jour même, déçu de ses débuts médiocres. Mais patience, la suite de la saison va prendre une toute autre tournure. La lutte entre Hill et Clark atteindra des sommets, le suspense durant jusqu'au tout dernier Grand Prix. La saison 1962 va connaître son point culminant à East London, lieu du Grand Prix d'Afrique du Sud. Jim Clark, tout de suite après le Grand Prix des États-Unis, Clark et Chapman décident de faire tourner la Lotus de Formule 1 à Indianapolis, afin de la tester sur ce circuit on ne peut plus fameux. La Lotus sera propulsée par un moteur Ford et elle va s'engager dans l'édition 1963 des célèbres 500 miles. Déjà l'année précédente, on avait vu une grande nouveauté, Jack Brabham avait engagé sa Cooper dans la célèbre course américaine. Les Américains eux-mêmes commencent d'ailleurs à s'intéresser aux moteurs arrière. Les roadsters à moteur avant qui ont tant dominé les précédentes éditions vont connaître des jours difficiles. Le vieux moteur Offenhauser vit ses dernières belles années. Ford commence à cette époque à se tourner vers la compétition et ce que Ford veut. Quant à Dan Gurney, un des plus sérieux rivaux de Clark à cette époque, un rival souvent malheureux, il est pour l'occasion aux côtés de l'Écossais. Jim s'élance sur le fameux anneau pour sa séance d'essai. La télé américaine est présente au rendez-vous. The timers clock him as he screams past the top, completes a lap of 150 plus miles per hour. Another lap of 149 assures Jimmy a starting position in this year. À la fin de cette première course, il conserve alors quelques regrets. En 1963, sa saison de Formule 1 sera heureusement beaucoup plus agréable. Les moteurs Coventry Climax affichent désormais une puissance comparable au BRM. Clark va enchaîner les victoires. Il remporte le Grand Prix de Belgique, puis celui de France. Le Grand Prix de Hollande ne lui pose pas davantage de problèmes, pas plus que celui d'Angleterre. L'Écossais est imbattable, 7 victoires en 10 Grands Prix. Personne n'avait fait cela avant lui. Le voici, champion du monde de Formule 1. Trahi par sa batterie, Clark n'a pas gagné le Grand Prix des États-Unis cette année-là, et cette défaite lui laisse un goût d'inachevé. Il exige alors de Chapman la possibilité de participer à une nouvelle épreuve du championnat américain au volant de la Lotus Ford. C'est ainsi que Jim Clark et Dan Gurney se retrouvent engagés dans la course de Milwaukee. Jim enfile son célèbre casque bleu. Gurney prend place sur l'autre Lotus aux couleurs argentées. Et l'on retrouve ces fameuses images d'archives. Une course de 200 miles. Le speaker annonce que Clark a pris la tête. Un véritable défi vient d'être lancé aux pilotes américains. D'autant que l'Écossais bat aussi le record du circuit dès le premier tour, 104 miles de moyenne. Clark, qui récidive au bout de 7 km, il place alors le record à 106 miles de moyenne.
Le speaker manque s'étouffer. L'Écossais vient de dépasser la barre des 107 miles de moyenne. The Indianapolis cars just can't stay with the lighter, better handling, more responsive Lotus Ford. But Clark is still charging. Et Clark continue sa charge. He laps Roger Ward, who is running fourth in the race. More, the Indianapolis cars fall back as Clark whips along on his record-breaking ride. Au fil des tours, l'Écossais continue sa véritable provocation. Il est déchaîné. Il prend même un tour à son équipier Dan Gurney. Il continue de pulvériser au fil des minutes les records du circuit. This is incredible. He's lapping the other Lotus Ford. On the first turn and heads for A.J. Foyt. More records fall. Clark decides to ride out the last few minutes of the race behind Foyt. Gurney holds third. Le public n'en croit pas ses yeux, ce n'est plus une victoire, c'est un triomphe. Le second est à près d'un tour du premier. Clark holds a 31-second lead, almost a lap over the second-place Foyt. The checkered flag. La Lotus vient de l'emporter. Clark, vainqueur, un vainqueur prodigieux. Gurney sur la deuxième Lotus, terminant finalement en troisième. Gurney takes the checker for third. The winning combination, number 92 Lotus Ford, and the pilot Jim Clark. Cette victoire à Milwaukee, c'est en quelque sorte un tournant dans la carrière de Jim Clark, un tournant dans l'histoire de l'automobile. Mais qu'importe l'auto pourvu qu'on ait le frisson de la conduite. Clark aimait par-dessus tout conduire, quelle que soit la voiture, quel que soit le moteur et les circonstances. Les Anglais le verront conduire des voitures américaines comme cette Ford Galaxy et réduire à néant toute opposition. Images insolites d'un autre temps où le pilote de Formule 1 pouvait, sur le circuit de Brands Hatch, venir s'amuser sur une grosse américaine, s'amuser, mais aussi l'emporter. Clark aida Chapman à jeter les bases d'un nouveau modèle, une Lotus 23B propulsée par un petit moteur à double arbre à cam. Si Jim aima une voiture, ce fut sans doute celle-ci, la Lotus Cortina, et le public aima voir Clark au volant de cette voiture. Je me souviens très bien de la première course qu'il disputa avec la Cortina en 1964 à Snetterton. La piste était très humide. J'avais un arrangement avec quelques pilotes, dont Jim. Je photographiais les voitures et après le dernier tour de la course, je pouvais faire signe à l'un d'eux de me ramener jusqu'au stand. On the last lap, I would point at the driver and thumb a lift. Et ce jour-là, précisément, il pleuvait. Je fis signe à un pilote, c'était Jim, qui venait de faire une course superbe et qui terminait deuxième derrière Brabham. Jim s'arrête et je monte à ses côtés. On arrive au est de Snetterton, il pleuvait, la piste glissait, et voilà Jim, je l'entends qui parlait seul, enthousiaste, il disait des choses comme « Bon sang, tu as vu ça, tu as vu cette courbe ?» Et le voilà qui accélère, qui prend les S à fond, qui glisse d'un côté puis de l'autre avec moi à ses côtés. Et lui ne pensait plus du tout à moi. L'Australien Frank Gardner a lui aussi bien connu cette époque. Ouais, c'était une grande époque pour la course. Beaucoup moins technique qu'aujourd'hui. Vous n'aviez pas la télémétrie, les techniciens qui vous parlent depuis les stands, ce genre de choses. C'était une autre mentalité. L'art du pilotage était déterminant. Les voitures également, beaucoup plus simples à conduire, y compris sur le mouillé. Et Dieu sait s'il pleut dans certains endroits du monde, comme celui où nous sommes. Non, c'était vraiment une autre époque. On avait de bons pneus, de bons contrats, il n'y avait pas trop de complications. Vous faisiez votre travail, vous aviez vos objectifs et vous aviez l'année entière pour les réaliser.
Jimmy Clark pilotant sur sa Cortina, c'était à cette époque le maître étalon en matière de maestria automobile. Il m'est arrivé de le battre, et même une fois 3 semaines de suite. Je devais être en sacrée forme. Mais on ne retenait pas ces victoires. Moi, j'avais un contrat de 5 années avec Ford où il était stipulé que je ne devais pas piloter de F1. Ford voulait des voitures capables de l'emporter. Quand Jim gagnait, on disait « Jim a gagné, Jim a encore gagné ». Mais si un autre pilote l'emportait, par exemple moi, on ne disait pas « c'est Frank qui a gagné ». On retenait tout simplement le nom de la marque. Malheureusement, ce circuit de Crystal Palace n'existe plus. Mais dans les années 60, ce fut le lieu d'affrontements superbes. Ici, Clark sur sa Cortina face au Ford Galaxy. Jim toujours à la limite au volant de sa petite voiture. La Cortina semblait à son aise sur tous les types de circuits. En 1964. Une Cortina dans la tourmente, mais ce n'est pas celle de l'Écossais. Le voici par contre, à l'attaque, impeccable. Clark toujours impressionnant. Ce sont tout de même des images étonnantes, des images d'un autre temps où les pilotes de Formule 1 pouvaient venir s'affronter à des pilotes de voitures de tourisme. Le championnat britannique 1964 des Saloon Cars fut d'ailleurs remporté par un certain Jim Clark. L'Écossais Shaking Hands avec Jack Sears, vainqueur de l'édition précédente, et Colin Chapman, apparemment aussi satisfait que si Clark venait de remporter un second titre de champion du monde. Après la belle performance de Lotus à Indianapolis en 63, sans oublier naturellement la victoire de Clark à Milwaukee, le team semble disposer d'une confiance sans limite. Et c'est ainsi qu'il va s'engager pour Indianapolis en 1964. Chapman est un peu un original et il insiste pour que son équipe dispose de pneus Dunlop au lieu des Firestone qui sont utilisés par tous les autres concurrents. Mais la réussite ou l'échec tiennent parfois à peu de choses. Une semaine avant la course, l'usine Dunlop est paralysée par une grève. Les pneus sont fabriqués en catastrophe durant le week-end. Et durant la course, Jim rencontrera des problèmes. Un de ses pneus éclate, il doit abandonner. Pour protéger la sécurité de son autre pilote, Chapman donne l'ordre à Gurney de renoncer, ce qui lui vaudra les foudres de la Ford Motor Company. Un pilote est payé pour conduire, pas pour s'arrêter. En 1964, A.J. Foyt est le dernier pilote à remporter les 500 miles au volant d'un roadster à moteur avant. L'édition 64 du championnat du monde sera une bataille des plus serrées. Hill l'a remporté à Monaco, Clark en Hollande et en Belgique. Brands Hatch va pour la première fois accueillir le Grand Prix d'Angleterre et Clark. Nous sommes alors dans les derniers tours, Clark sûr de son fait. To farming. I think my father was right when I left school. He said, I think you should, it's now time you left school and you're going to learn more at home here on the farm than you're going to learn the next year at school. And I'm sure I did. On lui suggère ensuite que course automobile et agriculture sont bien la plus étonnante juxtaposition d'activités qui se puisse trouver. Laquelle des deux préférez-vous? Motor racing and farming, to my mind, were in a way two opposites. And the very fact that they are two opposites helps me. C'est avant tout un gars de la campagne. En dehors des compétitions, il n'avait pas du tout la fougue qu'ont d'ordinaire les pilotes de course. C'était quelqu'un de très placide. Les gens de son entourage s'occupaient beaucoup plus de lui que de ses affaires. Bien sûr, durant les courses, il devenait le pilote survolté qu'il était capable d'être, mais hors course, c'était un homme calme et pondéré.
Après cette débâcle de 1964, un certain froid s'est installé entre la Ford Motor Company et Colin Chapman. Rapidement, une sérieuse discussion oppose le team manager et le motoriste sur la politique à suivre pour l'édition 65 des 500 miles d'Indianapolis. Les deux parties tomberont finalement d'accord sur la nécessité d'une réelle et profonde implication de Lotus. Chapman prépare alors la course avec la plus grande minutie et Jim Clark s'y engage avec en tête un seul désir, l'emporter. The race is on. La course est partie. La Lotus, conçue par Colin Chapman et conduite par Jim Clark, est ce jour-là en piste pour la gloire. Car les amateurs de statistiques et de compétition automobile savent cela par cœur. Il n'est pas donné à tout le monde de devenir champion du monde de Formule 1 en remportant la même année les 500 miles d'Indianapolis. Un seul pilote y parvint jamais. Ce pilote s'appelait Jim Clark et c'était en 1965. L'Écossais vient de passer en tête. Floyd Ruby pits to replace tires flattened by the skid and returns to the race. A signal to Jim Clark brings him in for fuel. Il va s'arrêter au stand, refaire le plein d'essence, mais la course est longue. Have him rolling toward the track again in a fantastic time of 17 seconds. With Clark in the pits, A.J. Foyt has captured first place and leads the Scots by a few seconds. Jim McElreath nearly picks up a passenger when his engine stalls. Foyt comes him in the pit, out of fuel and his engine stops. His crew refuels him and restarts the engine, but the long stop cost him dearly. Clark is far in the lead when Foyt returns to the track. Clark est en tête et son second, Jones, est contraint à économiser son essence. Clark emporte la plus célèbre course du circuit US. Une manière de consécration. But if he runs out of gas before finishing, he loses everything. Jim Clark crosses the finish line to win the 500 with a comfortable lead of more than 2 minutes. It is the culmination of 3 years of effort by car builder Colin Chapman, and he dances down the pit like a ballet artist. Chapman exulte, c'est vraiment la grande époque de Lotus et c'est vraiment la grande époque de Jim Clark. Jim Clark, first European to win at Indianapolis in 1916, set a new record of 150.686 miles per hour. Après ce fabuleux succès, Jim dispute de nouveau la saison de F1 et 65 marquera une nouvelle moisson de victoires. 6 consécutives et bien sûr un deuxième titre de champion du monde à la clé. Clark résistant cette année-là à une pléiade de grands noms. Dan Gurney, toujours chez Brabham. John Surtees, en piste pour défendre son titre. Et chez Lotus, son nouvel équipier, Mike Spence. Brabham, tendu sur la ligne de départ. Bandini, équipé de Surtees sur la seconde Ferrari. Danny Hulme, le néo-zélandais, futur champion du monde. Bruce McLaren, alors chez Cooper. Et son tout jeune équipier autrichien, un certain Jochen Rindt, tandis que Ines Ireland fume sa cigarette avant le départ. Aucun de tout cela ne parvient à impressionner suffisamment Clark. Dans sa tactique favorite, pole position et départ canon. L'Écossais survole cette course de Silverstone. Il le doit plus à son talent pur qu'à la qualité de sa machine. En effet, des problèmes de pression d'huile le gênent ce jour-là. Clark a dû domestiquer sa fougue dans les virages, ne donnant au moteur Climax sa pleine mesure que dans les lignes droites.
Derrière, loin derrière, Jochen Rindt fait son apprentissage. Il finira dernier de la course à 18 tours de l'Écossais. Le tour d'honneur est pour le moins mérité. À cette époque, les pilotes n'hésitent pas à multiplier les engagements. Jim conduit également en Formule 2, ici à Holton Park. Il y retrouve son équipier, Mike Spence. Mais il est aussi suivi par Jackie Stewart sur une Formule 2 Cooper. Et puis John Surtees engagé sur Lola. Et puis Denny Hulme. Sur la première ligne, Jochen Rindt en pole position. Un départ un peu houleux, mais également sans mal. Au passage de Hole Hall Corner, c'est Clark qui devance Rindt, Surtees sur sa Lola. Et retour sur le numéro 4, Jim Clark. As in 1961, the Formula... En 1961, le règlement de la F1 avait vu la limitation des moteurs à 1500 cm3. La saison 66 voit l'abrogation de cette mesure et le retour à la puissance jusqu'à un maximum de 3 litres. Cette révolution ne fait pas l'affaire de Clark et des Lotus équipés par Coventry Climax, car le motoriste anglais, en attendant son retrait pur et simple de la compétition, ne peut proposer que son vieux moteur gonflé à 2 litres. D'ailleurs, Clark ne remportera cette année-là qu'une victoire et ce sera sur une Lotus propulsée par un moteur BRM H16. Provided the only engine with which Clark won a Grand Prix that year. That was the American Grand Prix with a Lotus BRM. C'est au Grand Prix des États-Unis. En 1966, Clark veut réitérer son exploit de l'année précédente à Indianapolis. Il s'engage cette fois au volant d'une Lotus de l'écurie dirigée par Andy Granatelli. Son compatriote et ami Jackie Stewart est également de l'aventure. Hélas, la course est contrariée par un grave accident survenu dans les premiers tours. Il s'ensuit une confusion et lorsqu'un nouveau départ sera finalement donné, personne n'est vraiment sûr que le décompte des tours a été effectué correctement. La course, en tout état de cause, continue. Jim Clark devant, Jackie Stewart derrière, observant tout à coup l'une des plus étonnantes glissades à laquelle il assistera jamais. Jim dévala toute la piste sans heurter quoi que ce soit. C'est finalement grave. 1967 verra une autre évolution majeure, voire une révolution. Hélas, Jim Clark n'assistera qu'à ses balbutiements. Cette révolution se résume en un seul nom, Cosworth. En 1966, Lotus, faute d'un moteur seul coup d'un seul, tous les autres moteurs, du V12 Cooper Maserati au Repco de Brabham, du Ferrari au BRM H16, tous semblent manquer tragiquement de puissance. Seul le Eagle de Dan Gurney paraît en mesure de rivaliser, mais c'est le financement qui n'est plus à la hauteur. À Silverstone. Clark est concentré. Graham Hill et lui partent devant. En fait, Graham Hill aurait dû remporter cette course de Silverstone. Ayant laissé Clark mener les 25 premiers tours, il va s'emparer ensuite de la tête et paraît devoir contrôler parfaitement la situation. Hélas, son moteur va rendre l'âme et l'Anglais devra laisser la victoire à l'Écossais juste devant le redoutable Denny Hulme sur Brabham. Au Nürburgring, un des circuits les plus redoutables du temps, les Lotus vont connaître l'enfer.
À cette époque, il n'est pas question de parler d'aérodynamique, encore moins de pneus slick. La suspension de Jim Clark va lâcher dans le 4e tour et celle de Hill 4 tours plus tard. Au contraire, les Brabham de Hulme et Brabham signent ici un doublé décisif pour l'attribution du titre. À Monza, Hill et Chapman paraissent songeurs. Clark, encore en pole position, l'est peut-être un peu moins. Mais malgré la puissance du Cosworth, les Brabham Repco sont de redoutables adversaires. Dan Gurney a pris le meilleur départ. Clark sera bientôt retardé par une crevaison qui l'éloigne à plus d'1 tour des hommes de tête. Mais au prix d'une remontée époustouflante, l'Écossais va se dédoubler, il va revenir dans le sillage des leaders, Surtees et Brabham. On le sent même capable de l'emporter, mais le destin ne veut pas de cette victoire. Et c'est la panne d'essence. Sur le fil, la victoire de la Honda pilotée par Surtees. Clark a donné tout ce qu'il pouvait. Graham Hill le console. Le brio, parfois, ne peut rien contre le manque de réussite. Les deux Lotus 49 prendront leur revanche à Watkins Glen. Elle se place en première ligne sur la grille. Hill est pour une fois plus rapide car il travaille régulièrement en essai privé et il finit par mieux connaître son moteur. Les deux hommes dominent la course. Chapman a, dit-on, décidé par tirage au sort que Hill ferait la course devant. Et Clark en bonne... Hill toujours devant, mais il semble montrer vers la fin des signes de lassitude. Clark se voit talonné par Chris Amon, un des meilleurs pilotes de son temps, curieusement, qui accumula les malchances au point de... Les Lotus retrouvent endurance et fiabilité, mais trop tard tout de même pour prétendre l'emporter. Pour le panache, Clark l'emportera encore à Mexico, la dernière course de l'année, la course du sacre mondial pour Denny Hulme. Cette dernière course de Mexico est le théâtre d'une lutte où Hulme et Brabham se disputent le titre. Mais pour la course, aucun doute. Le vainqueur sera Jim Clark. Un Clark qui mène de bout en bout devant la Ferrari de Chris Amon. Un Chris Amon encore malheureux ce jour-là car il tombera en panne sèche dans les derniers tours de la course. Clark, superbe vainqueur. Aux côtés de Denny Hulme, nouveau champion du monde. La saison 67 est terminée. Chacun pressent que les Lotus feront mal en 68, que Clark ou Hill seront bien difficiles à battre. Le destin en décide autrement. En janvier 1968, lors du Grand Prix d'Afrique du Sud, Jim a signé sa 25e victoire. Il dépossède ainsi Fangio de son record, mais il vient aussi de disputer sa dernière course de F1. Il prend une dernière fois le volant à Hockenheim sur une F2 et sa trajectoire s'arrête alors brutalement.
enthusiasm for racing. Clark ne conduisait pas pour l'amour de l'argent, dont il ne manqua par ailleurs jamais. Il avait tout simplement la passion inébranlable de la conduite. To him, Sur une Lotus F1 comme sur une petite Cortina, à Indianapolis ou dans le RAC Rally de 66. Jim Clark n'aimait qu'une chose, conduire. winning Indian Conduire encore et as toujours. he did in 1966, driving a rally car on the RAC Rally. Jim Clark was a complete driver, and we may never see the like of him again.